samedi 14 mai 2022. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7. Ce soir, on va parler de trois sujets. On évoquera le Bénin avec la création de cette cour spéciale pour les affaires foncières. Nous irons ensuite du côté du Mali dans ses relations avec la France. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, convoqué par la justice malienne, et on parlera en deuxième partie du Togo et évoquer l'attaque djihadiste dans le nord, dans la préfecture de Penjal. Cette attaque qui a fait 8 morts et 13 blessés dans les rangs des forces de défense togolaises. On parle de ces sujets avec deux invités ce samedi. C'est Luc Abaki, il est journaliste mais également analyste politique. Bonsoir Luc Abaki. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Et merci d'être notre invité. Un vrai plaisir. Face à vous, Orna Niata, cadre du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Orna Niata, bonsoir. Bonsoir Samuel, c'est un réel plaisir pour moi d'être toujours avec vous. Plaisir partagé de vous recevoir également. On prend la direction du Bénin pour le premier sujet. Les autorités béninoises, à l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier, ont annoncé la création d'une cour spéciale pour les affaires foncières au niveau du Bénin, comme dans un certain nombre de pays en Afrique d'ailleurs. Le foncier occupe la majorité des dossiers qui sont pendants devant la justice. Il s'y mêle également beaucoup de magouilles. Le président Patrice Talon a décidé naturellement de prendre le taureau par les cornes. Les autorités béninoises justifient la création de cette cour spéciale d'abord par la spécialisation des juges sur le dossier foncier, mais également la lenteur du système judiciaire et la corruption qui peut gangréner ce secteur. Est-ce la bonne solution? C'est la question que je poserai ce soir à mes invités. Luc Abaki, le foncier, on connaît ses affaires naturellement au Togo, le Bénin n'en est pas exclu. Vous pensez que l'une des solutions aujourd'hui, c'est naturellement de créer une juridiction spéciale? Alors, je crois que vous avez fait une très belle introduction à ce propos parce que votre question a déjà une réponse en partie dans votre développement, qui est qu'il est de notoriété publique que la question foncière est un vrai problème, particulièrement épineux pour nos États. Pas donc seulement le Bénin, mais également beaucoup de pays de la sous-région et en l'occurrence aussi au Togo. Et donc, évidemment, un dirigeant responsable doit pouvoir réfléchir à la solution éventuelle qu'il faut apporter parce que la question foncière fait en même temps appel à la question du logement, en tout cas de l'occupation des terres qui sont donc un bien commun et un bien vital pour la société. Cela dit, l'idée de mettre en place une cour spéciale consacrée justement à cette question montre véritablement toute l'ampleur des problèmes qui mènent ce secteur et l'intérêt pour les dirigeants justement de faire face à ce problème-là qui, lorsqu'il n'est pas résolu et s'amplifie, risque d'embraser toutes les couches socio-professionnelles et tous les tissus sociaux en tout cas d'un pays. Alors, est-ce que c'est une solution appropriée? Oui, en partie. Mais seulement en partie. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est question pour les juges de pouvoir avoir la main qu'il faut, de manière à pouvoir résorber l'essentiel des problèmes qui minent ce secteur-là, de sorte qu'il dissipe en même temps les tensions sociales que ces genres de litiges fonciers génèrent au sein de la société. Mais au même moment, je pense que ça ne peut qu'être une solution palliative, pour la simple raison que les fondements des crises qu'il y a dans le foncier ont une cause ou des causes encore plus profondes. Cela est lié au besoin fondamental que chaque habitation ou chaque individu éprouve de disposer d'une terre, mais pour faire quoi? Pour se trouver un logis, une habitation, ou éventuellement exploiter la terre à des fins agricoles ou d'autres fins éventuelles. Mais pour l'essentiel, c'est beaucoup plus pour des questions d'habitation. Donc, ça veut dire que pour pouvoir résorber véritablement ce problème-là, parce que ce problème ne se pose en réalité que dans nos pays sous-développés où l'occupation des terres se fait de façon anarchique, désordonnée, sans un contrôle efficient. Donc, ça veut dire que la résolution sérieuse et pérenne de cette question va engager véritablement le processus de réorganisation de la société en ce qui concerne l'occupation même des terres. C'est-à-dire qu'au lieu que les citoyens
soit dans l'obligation de recourir à des lopins de terre, à des portions de terre, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour pouvoir se faire un abri, l'État doit pouvoir réfléchir à la probabilité ou à cette possibilité d'envisager la construction des immeubles où les citoyens vont plutôt chercher à acheter des appartements. Oui, oui. Et donc, lorsque votre préoccupation est de vous trouver un logis plutôt que de vous trouver un terrain avant de vous faire un logis, déjà ça résout en très bonne partie le besoin de s'aventurer dans l'achat des terrains avec tous les problèmes qu'on connaît, les doubles ventes et tout ça. Mais sur ce point-là, oui. est-ce que j'ai dit ce genre de mécanisme, oui. Est-ce qu'il n'est pas faussé à la base par le fait que la terre n'appartient pas à l'État? Non, il n'est pas du tout faussé. Dès l'instant, c'est vrai qu'il aurait été plus idéal justement que l'État s'approprie les terres et qu'il les mette à la disposition des citoyens en fonction de leur capacité d'absorption, en tout cas d'utilisation judicieuse de cet être. Mais à partir de l'instant où ça n'a pas été fait et qu'on constate de façon une préoccupation qui est liée donc à une occupation anarchique de cette terre-là, l'État a la possibilité justement de réorganiser ce secteur-là en envisageant d'abord une politique saine de logement. Et donc, comme je le disais, lorsque la préoccupation du fonctionnaire, la préoccupation première du fonctionnaire est de s'acheter un appartement parce que ces appartements existeraient, plutôt que de chercher le terrain qu'il peut acheter peut-être à une distance très grande de son lieu de service, là vous allez voir que le problème de terrain se résout de lui-même parce que l'attachement à la terre ne sera plus le même. Voyez-vous? Parce que dans les milieux ruraux, ce problème ne se pose pas. C'est fondamentalement dans les milieux urbains où le besoin de se loger se pose. Et donc, lorsque vous achetez un terrain, puisque les terrains sont tellement convoités et les centres-villes sont suffisamment occupés et les terrains très chers, que les gens vont à la périphérie, en tout cas des espaces plus éloignés. Et là, les gens, les propriétaires terriens se donnent ce luxe-là de faire des doubles ventes. Ou, en tout cas, il y a la magouille, comme vous l'avez dit. Beaucoup de goulots d'étranglement qui font que finalement, on a de sérieux problèmes pour gérer ce secteur foncier. Donc, c'est une très belle initiative que M. Talon a eu à prendre, mais je pense qu'elle ne sera pas suffisante si, à la base, on ne cherche pas à réorganiser la société par la construction des immeubles qui vont d'ailleurs participer à donner de l'esthétique à nos villes. Parce que vous voyez, nos villes sont à la taille d'homme, et puis elles s'étendent sur des espaces plutôt que de s'agrandir avec des immeubles comme il se fait dans toutes les grandes villes du monde. Voyez-vous? Donc c'est un problème sérieux, mais la réflexion peut continuer, bien entendu. Voilà. Une juridiction spéciale, même question pour vous. Est-ce une solution ou juste une solution partielle? Non, on peut parler d'une manifestation de la volonté politique de l'État béninois de trouver des solutions à un problème réel, le problème foncier. Et aussi une manifestation de prise de conscience du rôle que la justice joue dans la gestion des crises foncières. C'est ce qu'on peut déjà dire. Mais est-ce une meilleure solution? Je ne crois pas, parce que le problème est profond. Il faut le structurer depuis la base. D'abord, la question même de la propriété foncière, le cadre légal lui-même de gestion des questions foncières, la gestion des terres par l'État également. Donc, il faut plutôt une réflexion profonde qui associe toutes les couches de la société. Il faut qu'on arrive à une solution partagée. Parce qu'aujourd'hui, la terre, elle est une richesse et en même temps source de richesse pour nos différentes populations. Et donc, chaque famille, chaque clan qui est propriétaire d'une portion a du mal à perdre cette richesse-là. Même si à un moment donné, des gens ont eu à l'acquérir, d'autres générations, à un moment de l'histoire, reviennent pour dire, à la fin, ils se rendent compte, nous n'avons rien devant. Mais notre seule richesse, c'est ce que nos parents ont vendu. Nous allons retourner vers cette richesse. Donc, il faut aller au-delà des tests, aller au-delà des régulations du secteur judiciaire, aller plutôt vers une assise nationale
Le Togo également a manifesté sa volonté politique en procédant à des réformes données, mais ces réformes-là n'ont pas apporté une solution réelle à cette question. Il faut une assise nationale pour définir. Je ne vais pas parler de réforme agraire comme des gens ont eu à le faire dans d'autres pays, permettre à l'État de récupérer les terres. Je ne vais pas aussi dire, il y a d'autres pays qui l'ont fait également, l'État peut s'engager dans une acquisition progressive des terres de sorte à pouvoir les revendre à des coûts responsables aux citoyens qui veulent en acquérir pour avoir des logements ou exploiter à des fins de production agricole ou industrielle. Mais il faut que toutes les solutions soient acceptées. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est préconisé au niveau macro, n'est pas accepté par les propriétaires terriens. Est-ce que, parce que le Bénin, c'est l'option de la justice pour régler les problèmes, est-ce que ce n'est pas aussi parce que le foncier génère plus de problèmes de droit que j'ai envie de dire, de simples problèmes de gestion de terre? Oui, mais bien entendu, parce que pourquoi le foncier génère autant de problèmes de droit? C'est sans doute parce qu'il y a de la fraude, comme vous l'avez dit, il y a des magouilles, et puis il y a une forme de convoitise. En réalité, c'est une dégradation, j'allais dire, un affaissement de nos valeurs originelles. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, en tout cas dans nos communautés originelles, en réalité, la terre ne se vend pas. C'est un bien immuable et à la limite éternel. Quand vous revisitez un peu, une fois, j'ai suivi une communication d'un expert congolais qui a rapporté une anecdote qui était quand même saisissante avec l'administrateur des Côtes de Colomb qui, pour des besoins de construction des bureaux de l'administration, avait recouru à un chef coutumier pour accéder à des terres en vue de les acheter dans le but justement de construire des logements pour l'administration coloniale. Alors, donc, le chef en question a reçu l'équipe dans son vestibule. Il les a laissés exposer leur ambition. Et puis, alors, il leur demande, mais c'est quelle terre vous voulez acheter concrètement? Ils disent, mais les terres là, que vous avez là, et dont vous disposez, et tout ça. Et il leur dit, carrément, nous n'avons pas de terre. Nous ne sommes pas des propriétaires de terre. Nous sommes des gardiens de terre. Pour la simple raison que ces terres, nous les avons héritées et nous devons pouvoir les préserver pour les générations futures. Parce que la terre sert justement à nourrir l'espèce humaine. C'est-à-dire que sa vocation première, c'est juste d'être exploitée et donc de donner les rendements qui permettent justement à la société de continuer sa vie, etc. Donc, sa valeur nourricière est incontestable. Mais aujourd'hui, face à la pression démographique, et au besoin donc de se trouver des abris, malheureusement de façon anarchique et disparate, amène donc les gens à convoiter la terre et même à la vendre de façon, même à la brader. Vous allez constater que même dans notre pays, nos terres sont cédées à des étrangers, à des industriels, à des Chinois, à des Indiens, etc., pour des exploitations, disons, agricoles, en tout cas pour des produits de rente, et qui vont nourrir l'économie étrangère. Et au même moment, notre espace d'occupation se rétrécit. Et donc, ça va causer un vrai problème dans les années à venir et ça laisse une situation d'impasse pour les générations qui viendront. Donc, nous devons pouvoir vivre dans cette perspective de comprendre que, en réalité, la vie est une succession permanente de générations et que nous avons le devoir de laisser un héritage concret et matériel aux générations futures parce que la vie ne va pas s'arrêter à nous lorsque nous quitterons. Voyez-vous? Donc, ce problème-là lié au droit est justement explicable par le fait que les gens ont dégradé nos valeurs identitaires. Nous avons changé de regard par rapport à ces genres de biens naturels qui nous sont gracieusement offerts par la nature de manière que nous puissions en jouir en tant qu'héritiers et donc de les exploiter pour mener à bien notre vie. Mais malheureusement, nous avons dépassé cela et nous pensons qu'il s'agit juste d'un bien matériel qu'on peut aussi brader, vendre contre de l'argent. Or, cet argent-là ne peut pas servir à grand-chose si ce n'est de nous amener à acheter encore
des produits alimentaires qui sont justement exploitables ou en tout cas qui sont générés par la terre. Donc c'est une incongruité à vrai dire que de brader des terres aujourd'hui et de les exploiter de façon anarchique et incontrôlée. Donc il est de la responsabilité bien entendu des gouvernants de prendre conscience de cela et de savoir que, mais écoutez, même les États, les États développés aujourd'hui ont dû comprendre dès la base qu'il faut gérer la terre avec efficience et avec vraiment une rigueur optimale qui permet donc de la préserver de sorte manière qu'elle puisse toujours gérer, assumer son identité de ressources nourricières, mais en même temps qu'elle puisse rester en l'état pour des générations futures. Alors aujourd'hui, la solution, en tout cas trouvée par les autorités béninoises, c'est celle qui est judiciaire. Est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que si la justice était plus efficace, on aurait moins de problèmes liés au foncier, c'est-à-dire les problèmes seraient plus faciles à régler si la justice était plus efficace. Est-ce que ce n'est pas en fait à ça que s'attaque Talon? Non, en fait c'est ça en réalité. Mais est-ce que c'est à ce niveau seulement qu'il faut s'arrêter? Non. Ben, c'est vrai que notre justice, en tout cas la justice, que ce soit la justice béninoise que la justice togolaise, a un rôle très néfaste, en tout cas dans les questions foncières. Et nécessairement, vous avez vu ces derniers mois au Togo, où il y a eu des responsables de la justice qui ont dû intervenir, même contre les tests, pour arrêter certaines procédures. L'hémorragie. Mais là, je ne crois pas que ce soit uniquement à ce niveau. Pour qu'on en arrive à la justice, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut le régler à ce niveau, même jusqu'au niveau de la Constitution. Voilà. Il faut donner un statut aux terres. Parce que si le gestionnaire de biens communs, quel État, n'est pas impliqué dans la gestion durable des terres, c'est qu'on aura à terme des problèmes. Donc il faut faire en sorte que le gestionnaire du bien commun, quel État, ait une force de gestion des terres sur toute l'étendue du territoire. C'est par là qu'il faut commencer. Donc en donnant un statut à l'État, en tout cas à travers les constitutions, pour mieux gérer les terres. Est-ce que ce rôle n'est pas plutôt, j'ai envie de dire, très difficile, très compliqué pour l'État? C'est pour ça qu'il peine justement à aller vers cette solution-là. Non, ce rôle... C'est un peu comme si vous reprenez un droit que certains jugent naturel parce qu'ils sont les premiers occupants, vous leur reprenez ce droit et confiez cela à l'État. Vous savez, il faut avoir le courage politique. On peut le faire aujourd'hui pour énerver. On peut le faire aujourd'hui pour fâcher. Mais pour le bien demain. L'État doit avoir sa force. À un moment donné, il faut avoir le courage d'avancer vers des solutions pérennes. Que naturellement, la majorité va rejeter, mais qui à terme sera profitable pour l'ensemble du pays. Non, mais je pense que ces questions que vous posez sont extrêmement pertinentes. J'avais parlé tout à l'heure de l'affaissement de nos valeurs. Et ça, c'est fondamental lorsqu'on dit que la justice, oui, mais la justice a des difficultés. C'est pour ça qu'on est obligé de créer un nouveau segment spécialisé consacré en tout cas à ces questions foncières. Donc, est-ce que ça sera un élément qui va permettre de résoudre de façon durable ce problème? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le juge lui-même évolue dans un écosystème et donc il est impacté par l'écosystème dans lequel il vit. Donc, lorsqu'il y a des questions de corruption, il y a de la malhonnêteté, il y a une dégradation donc de ces valeurs dont je parle, et donc et que l'exemple n'est pas donné de haut, bien sûr que vous pouvez multiplier des institutions, des corps, en tout cas des structures, mais le résultat ne sera pas atteint parce qu'en fait, le germe du mal réside dans le mental de l'ensemble des citoyens. Donc, d'où des solutions thérapeutiques choc. Et donc, il est de la responsabilité, je l'ai dit à l'instant, du gouvernant de prendre conscience de ce que il ne s'agit pas de chercher des solutions palliatives, mais de faire en sorte à faire preuve de vision. Et donc, en décidant de prendre le taureau par les cornes et en prenant donc des mesures fortes, de manière que même si dans l'immédiat, elles ne sont pas bien comprises, puisqu'elles sont rattachées à un principe de vision
et de la bonne gouvernance de l'État, qu'elle puisse donner des rendements probants dans les années à venir. Cela dit, la justice à elle seule, telle que c'est fait, ne peut pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que elle risque d'être encore une fois submergée par des questions. Bien sûr. Espérons d'ailleurs que même avec la formation de ces juges-là, les spécialisant sur des questions foncières, ils soient à même de résoudre, en tout cas de trancher sur la base des droits, du droit lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez un peu, qu'est-ce qui fait que les juges ont du mal à résoudre des questions foncières? C'est lié au fait que souvent, il y a les groupements du système de l'État, que ce soit au Togo ou ailleurs, ceux qui ont la capacité d'acquérir des terres à des dimensions élargies, ce sont ceux-là qui ont des moyens. Et en général, dans nos pays, ce sont donc les groupements du système, les officiers supérieurs, les directeurs, les ministres et tout, qui malheureusement ont aussi une influence sur les acteurs de la justice. Et donc cela fait que même quand ils ne sont pas dans leur bon droit, le juge a du mal à trancher de façon impartiale sous l'imposition seule de la loi. Parce qu'il y a des influences exogènes à la loi qui font que il est désemparé et il n'est pas en mesure justement voilà, de dicter les principes de la loi et donc de donner des raisons à celui qui est démuni, mais qui est dans ses droits. Voyez-vous? Donc, il ne s'agira pas tout simplement de mettre des insultes. C'est vrai que Patrice Talon semble se revêtir. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer à ce niveau. Il faut nuancer. En réalité, même le faible a une influence sur le juge. Le faible possède des terres. Il promet également au juge. Ici, c'est la question de la personnalité même du juge. Je dis souvent qu'il faut avoir de la personnalité avant d'être une personnalité. C'est ça. Voilà. Pour être influençable, c'est que vous-même, vous n'êtes pas correct. Vous-même, vous n'avez pas la vocation de votre métier. Vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous êtes en train de faire et vous n'avez pas la volonté de bien faire votre travail. C'est tout. Il y a l'avidité des juges qui est la cause fondamentale. Les juges veulent avoir des terres. Ils veulent acquérir des terres. Et ce qui se passe généralement, c'est que les propriétaires terrains, quand ils arrivent vers les juges, ok, nous avons 100 hectares, ok, si vous arrivez à nous résoudre ce problème, vous avez 10 hectares, vous avez 15 hectares. Donc, c'est toute une chaîne de promesses autour. Il y a l'huissier, il y a le géomètre, il y a le juge qui est caché derrière et qui doit manipuler les tests pour donner raison à telle partie. Et l'autre partie également qui promet à une autre chaîne d'offrir des terres. C'est ce que je dis, c'est-à-dire si nous voulons résoudre ces problèmes à travers les mécanismes judiciaires, nous n'y parviendrons pas. Il faut la force de l'État. Et comme il le dit, dans le cadre d'une vision donnée, il faut prendre une décision ferme de récupérer d'ailleurs des terres. Il est anormal, par exemple, dans un pays, que des individus, dans un petit pays comme le Togo ou le Bénin, que des individus puissent acquérir jusqu'à 1000, 1500 hectares, 400 hectares. Non, ça pose un problème pour l'avenir. Ça pose un problème pour l'avenir. Donc, il faut que l'État puisse, à un moment donné, frapper. C'est tout. Justement, mais j'allais en venir en réalité. C'est-à-dire que quand vous parlez de ces promesses, ça veut dire quoi? L'esprit du juge est poreux. C'est-à-dire qu'il est vulnérable à la question de la corruption. Ouais. Pour la simple raison que nous avons un regard sur la terre comme étant un bien privilégié qu'on peut revendre ou qu'on peut exploiter à des fins plus rentables, en tout cas, pour des questions d'argent et tout. Mais si l'État fait en sorte qu'on sorte ça de notre esprit et qu'on comprenne qu'en fait, ce n'est pas en possédant la terre qu'on est riche, mais c'est en faisant en sorte d'avoir un bon abri. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter la terre, il faut acheter un appartement. Il faut acheter, en tout cas, un immeuble quelque part bien situé, avec toutes les commodités requises et tout. Je l'ai déjà expliqué qu'en fait, les questions de terre au niveau rural ne sont pas assez sérieuses. C'est en milieu urbain. Malheureusement, ces genres d'acquisition anarchique des terres font qu'on n'a plus de grandes villes, en tout cas des villes construites comme il se doit. On a juste des maisons, des concessions éparpillées en largeur qui ne représentent absolument rien. Et donc, on ne peut pas parler de ville parce que les infrastructures... Voilà. Donc, les infrastructures nécessaires ne sont pas là. C'est pour ça qu'il est besoin pour l'État d'avoir un contrôle, en tout cas de proposer des alternatives assez intéressantes qui vont amener les gens à renoncer à leur attachement puéril
à la terre et donc transférer cet attachement-là vers le besoin d'avoir un cadre de vie plus convivial, plus captivant et plus attrayant, bien entendu. Alors, sur ce sujet, on a beaucoup pointé la responsabilité de l'État parce que c'est lui qui est l'entité qui protège. Mais en même temps, on sait que dans la plupart des pays, il y a des mécanismes d'acquisition des terres qui, en principe, permettent de se mettre à l'abri de tous ces risques-là. Et si les particuliers aussi prenaient sur eux de respecter ces mécanismes, est-ce que ça n'éviterait pas tous ces problèmes? Non, non, vous savez, le système judiciaire a fait tomber tous ces mécanismes. Ouais, il fut un moment, on vous disait que le titre foncier est inattaquable et puis tout, mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Le système judiciaire a mis tout à terre. Donc, il n'y a même pas une condition sûre aujourd'hui d'acquisition de terre, que ce soit au Togo ou au Bénin, il n'y a pas une condition sûre d'acquisition de terre. Chacun prie en se disant que Dieu fasse que demain, personne ne vienne me déranger. Il n'y a aucune condition sûre. Donc, il revient, je le répète, on ne va pas trop épiloguer, il revient à l'État de mettre de l'ordre. On n'a pas nécessairement besoin de nous enfermer sur le système judiciaire, non. Il faut travailler, il faut prendre des décisions, s'approprier les terres. Il n'y a rien à faire. Pour le moment, c'est l'État qui est gestionnaire du bien commun. Et donc, la terre étant richesse et source de richesse pour l'ensemble de ceux qui habitent le pays, l'État doit prendre une décision ferme pour gérer ces terres-là. Oui, ben je crois que pour que l'État soit en mesure justement de s'imposer, il faut que lui-même soit suffisamment structuré et exempt de reproches. Voyez-vous? Donc, le problème, c'est que nos États se sont affaiblis au travers des manquements qui devraient garantir leur présence auprès des citoyens. Voyez-vous? Lorsque les citoyens sont quasiment laissés pour compte, ils sont obligés par eux-mêmes d'aller acquérir des terres à des distances très éloignées. Et puis, il n'y a pas de viabilisation. Il n'y a pas de services concédés. Il n'y a pas le nécessaire qui permette donc à ces derniers de s'assurer un minimum convivial nécessaire. Ils ont le sentiment que l'État n'existe pas. Et si du jour au lendemain, l'État fait irruption pour dire, mais écoutez, nous allons réguler la gestion des terres, les citoyens vous diront, mais écoutez, vous étiez où? Vous étiez où lorsque nous avons saigné pour pouvoir justement nous procurer ces portions de terre en vue de nous garantir voilà, un logis et tout. Donc c'est pour dire tout simplement que pour que l'État puisse être efficace dans son action, il va falloir qu'il soit exempt de reproches, c'est-à-dire qu'il commence à se structurer, à se positionner en véritable gestionnaire, comme tu l'as dit, du bien commun. Et dans ces conditions-là, je faisais allusion à l'action pernicieuse des gros pontes des systèmes dans nos pays qui font que parfois ils sont même plus puissants que l'État lui-même. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où ils disposent des moyens, ils disposent du pouvoir d'action, aussi bien sur les juges que sur d'autres acteurs de la vie publique, on a comme le sentiment que l'État cède devant ces genres de personnes-là. Voyez-vous? Donc l'incivisme que l'on constate en fait dans nos sociétés est lié à l'absence de l'État, à la fragilité de l'État par rapport à ses devoirs, à ses missions régaliennes. Voyez-vous? Donc, il va falloir que nos gouvernants comprennent dès cet instant que leur mission, c'est en fait de réguler la société de manière à garantir le vivre ensemble. Et en même temps, à assurer l'évolution progressive de la société sur la base d'un certain nombre de principes reconnus et comme tels et de façon universelle. Voyez-vous? Donc, tant que l'État se montrera fragile, par des manquements, par des ratés ou par des actions maladroites relevant donc des éléments de l'appareil directionnel de cet État-là, il sera difficile d'envisager la perspective d'une réorganisation de nos sociétés et donc d'un assainissement en ce qui concerne la gestion des terres. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je reste contre l'hypothèse pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste non plus. Ce sont des conseils pratiques que je donne à il faut toujours repartir, il faut toujours renaître, il faut toujours reconstruire. C'est comme aujourd'hui la question des taxes foncières. Aujourd'hui, les gens vous diront, oh, peut-être nous nous sommes débrouillés pour avoir notre électricité, nous nous sommes débrouillés pour avoir de l'eau, et on nous demande de payer des taxes, mais vous devez les payer, vous allez les payer parce qu'à un moment donné, on l'a institué. Et parce qu'on l'a institué, l'État veillera à ce que son rôle,
sa présence soit dans le milieu, que les gens puissent bénéficier de la couverture de l'État. Justement, c'est ça. Est-ce que nous avions une assurance santé généralisée? Aujourd'hui, nous sommes dans le processus, parce que l'État a compris à un moment donné qu'il faut le faire. Voilà. Est-ce que nous avions dans le temps cet effort d'installation d'énergie solaire dans les villages pour rendre l'accès facile à l'électricité, comme ça se fait dans nos pays aujourd'hui? À un moment donné, l'État a pris conscience que je dois être présent auprès des populations. L'État sait qu'il doit construire des écoles, l'État sait qu'il doit équiper des hôpitaux, et ça doit être ainsi. Il faut pousser l'État à cela. Mais tout en le faisant, il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités, il faut qu'il ait la plénitude de ses responsabilités. Oui, en tout cas, ce que vous dites pose le problème de l'efficience de la gestion des ressources de l'État. En fait, c'est quoi on appelle l'État? Si ce n'est ce dispositif qui est mis pour réguler la vie d'une société. Et donc, nos États sont construits de façon pyramidale, mais il se trouve en fait que nous n'avons pas conscience, ou du moins nos dirigeants n'ont pas conscience que, en vérité, ils n'ont d'existence que par l'apport des citoyens. Donc, ça veut dire qu'ils sont redevables par essence vis-à-vis donc des citoyens. Puisque ce sont les citoyens qui créent la richesse, qui modulent la vie même de l'État et qui permettent à l'État d'exister. Donc, ça veut dire qu'une fois que les citoyens génèrent les ressources dont les dirigeants sont chargés de répartir selon la vision qu'ils ont définie et qui a été approuvée par la société, ils se doivent de se montrer largement efficaces de ce point de vue-là. Donc, si aujourd'hui il y a des frictions entre les gouvernants et les gouvernés, c'est justement parce qu'il y a des ratés en matière de gestion de ce bien commun-là. Voyez-vous, pour que la voix de l'État puisse porter, il va falloir qu'elle s'affirme, en tout cas ces acteurs s'affirment par l'exemple. Parce que c'est en fait l'État qui est chargé de tirer la population vers le haut, de faire la voie vers laquelle l'ensemble de la population doit pouvoir se muer pour assurer sa construction. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi j'insiste sur le leadership de nos dirigeants, sur le regard bienveillant qu'ils se doivent de porter sur l'État, l'ensemble des citoyens, et faire en sorte à faire appliquer les principes du vivre ensemble, c'est-à-dire tout l'arsenal juridique, toutes les lois qui régulent le vivre ensemble et qui permettent de dissiper les situations de frustration, d'injustice, qui entament la cohésion sociale. Et donc, la question foncière est une question fondamentale parce que l'essentiel des frustrations, des injustices et des situations de tricherie réside précisément à ce niveau-là. Voilà pourquoi moi je tranche avec une façon très simple qui est de faire en sorte à extirper de l'esprit des citoyens le besoin de conquérir la terre à des fins d'habitation et de transférer cela sur le chantier de l'acquisition des appartements et tout. Et donc que l'État puisse alors mettre en place une politique qui favorise justement l'émergence de ces genres d'immeubles, de ces genres d'infrastructures, et donc qui facilite justement la vie à la société. C'est fondamental. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et vous savez, la question foncière, elle n'est pas isolée. Elle est tout simplement un fait total. Voilà, c'est pour ça qu'elle est intégrée à l'écosystème. Elle est intégrée à l'écosystème. Voilà. Et donc, la vertu de l'exemplarité des responsables de l'État doit également prévaloir. Absolument. Le déverrouillage institutionnel doit également prévaloir pour que les citoyens puissent accepter et adhérer à la vision de l'État. Mais il faut reconnaître également qu'à un moment donné, les mesures fortes pour l'avenir ne sont jamais acceptées par les populations. On est d'accord. Oui. On va évoluer maintenant vers le second sujet. On se dirige vers le Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est convoqué par la justice malienne dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions. L'affaire remonte à 2015. C'est ce qu'ont appris des médias auprès d'un tribunal de Bamako dans un contexte de relations tendues entre Paris, justement, et Bamako. Le juge d'instance du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, ce pôle économique et financier, invite M. Jean-Yves Le Drian à se présenter à son cabinet le lundi 20 juin 2022 pour affaire le concernant. C'est ce que précise la convocation. J'ai envie de demander si ce n'est pas
ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis, mais dans l'autre sens. Non, vous savez, nous sommes face à une affaire politico-diplomatique. Et donc, ça me fait sourire parce que je prends cette plainte comme une forme de communication politique. C'est une forme de communication politique et pas plus. Je ne sais pas quel type de coopération. Je ne sais quel type de coopération judiciaire il y a entre le Mali et la France, mais il est courant qu'on n'a jamais envoyé, en tout cas transféré un justiciable, ce qui est rare d'ailleurs, d'un pays, disons, puissant vers un pays faible. C'est le contraire souvent. Donc, généralement, les gens sont transférés même de leur pays, de la Côte d'Ivoire, du Togo, partout vers les juridictions de ces pays qui sont dits pays très forts. Donc, pour moi, c'est une communication politique. Le Mali et la France sont dans une sorte de défiance pour des raisons que nous connaissons très bien et nous allons continuer par suivre pour voir l'épilogue. Alors, vous pensez aussi qu'on est juste dans le registre de communication politique et qu'il n'y a pas véritablement une suite à espérer? Non, ce n'est pas qu'une communication politique, c'est un acte politique. En réalité, l'ordonnance qui a été émise donc, à l'endroit d'un diplomate en activité dans un pays comme la France ne peut qu'être un acte politique. Bon, alors, donc, moi je crois d'ailleurs que c'est intéressant parce que cela rejoue un peu les cartes qui nous ont toujours été présentées dans les types de relations que nous entretenons avec notre métropole d'hier. Voyez-vous? Comme il a dit, d'habitude, c'est dans les pays développés qu'on voit la justice s'activer à l'encontre des leaders politiques de nos pays pour les histoires de biens mal acquis et tout. Et donc, ils émettent justement des convocations. On peut voir un peu le cas du Gabon, le cas de la Guinée équatoriale, le cas du Congo, Brazzaville, où donc les juges français avaient émis des convocations à l'endroit, en tout cas, des dirigeants de ces pays-là, mais qui, curieusement, n'ont pas prospéré également. Donc, c'est pour dire que si, d'un pays développé, une convocation est mise, en tout cas une action judiciaire initiée à partir de ce pays-là, à l'endroit d'un pays qui n'est pas encore suffisamment structuré, solide et fort, en tout cas sur le plan économique et sur le plan politique et tout, n'ont pas prospéré, ce n'est pas lorsque les pays du Sud que nous sommes émettront des convocations à l'endroit des diplomates en action qu'on peut espérer une suite favorable. Néanmoins, cela nous permet de comprendre que la réciproque est possible. Voilà. Voyez-vous, la réciproque est possible tout simplement parce que lorsqu'on constate dans les cahiers de l'État des actes délictueux qui sont reprochables ou imputables à un dirigeant, si puissant soit-il, d'un pays puissant, il est de bon ton qu'on puisse lui adresser justement, en tout cas qu'on puisse initier une action judiciaire à son encontre. Même si elle n'aboutit pas, elle ancre dans l'esprit donc des citoyens, aussi bien européens que maliens, que la réciproque est possible. Et donc je crois que c'est dans cette logique que les Maliens sont, non pas seulement dans cette question de convocation du ministre des Affaires étrangères français actuel, mais dans toutes les questions liées aux relations entre la France et le Mali. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, d'abord le Mali a réussi la prouesse, mais d'expulser l'ambassadeur français. Et ce qui n'était pas envisageable, il y a de cela peut-être un an seulement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les questions géopolitiques rebattent les cartes sur les relations qui doivent exister entre, en tout cas, la métropole d'hier et ces anciennes colonies d'Afrique. Et je crois que c'est de bonne guerre. Parce qu'en réalité, l'aspiration de tout peuple est de tendre vers l'indépendance absolue afin qu'il puisse justement s'assumer par lui-même et pour lui-même. Malheureusement, la France a joué un rôle
a exercé un pouvoir tutélaire sur ces colonies d'hier depuis 60 décennies, où nous avons connu donc l'indépendance. Et donc je crois que le Mali est en train de baliser la voie à une reconsidération de ces rapports-là, de manière que nos dirigeants puissent comprendre qu'en réalité, ils ne doivent pas tirer leur légitimité à partir du perron de Paris, mais justement à partir de leur population, de leur peuple, qui sont censés les élire. Et donc, dès cet instant-là, je crois que ça crée le doute dans l'esprit même des Français, en tout cas des gouvernants français qui commencent à comprendre que, ah oui, si nous ne changeons pas notre style de gouvernance, notre façon de dominer, d'influencer les colonies d'hier, les événements risquent de nous surprendre ou même de nous dépasser. Alors, qu'on soit dans le registre de communication politique ou d'actes politiques, le fait est qu'il y a eu une affaire 2015, il y a eu l'attribution donc de la confession ou la fabrication des passeports maliens à une société française à laquelle le fils de Jean-Yves Le Drian est lié. Donc on suppose que peut-être le ministre a joué de son poids pour l'attribution de ce marché. Est-ce qu'il n'est pas aussi normal que la lumière soit faite sur cela? Non, c'est tout à fait normal, mais nous disons tout simplement que dans une autre condition donnée, cette plainte ne serait pas envisageable. Il faut juste tirer les leçons de cet énième acte politique. Cet énième acte politique est un message et un message ferme. Nos pays veulent un respect dans les relations diplomatiques entre leur État et l'État français. En réalité, c'est le fond du message. Depuis un moment, c'est le message véhiculé par l'État malien. Nous voulons être respectés. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous ne voulons plus être infantilisés. Nous voulons prendre notre responsabilité en tant qu'État. Donc ce message est clair. Je pense que ce message, il est partagé par l'ensemble de nos États. Et donc, cette réciprocité dans les relations est davantage un besoin et que l'État français doit prendre conscience si tel est que cet État veut préserver des relations durables avec nos pays. Donc nous voulons aujourd'hui, au niveau de chaque État, avoir des partenaires qui nous respectent et que nous respectons. Le Quai d'Orsay a dit n'avoir été notifié d'aucune convocation. L'ambassade de la France au niveau du Mali également dit la même chose. Alors, finalement, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que les autorités maliennes sont en train de faire. On annonce que Jean-Yves Le Drian est convoqué. J'ai lu même les termes de la convocation pour affaire le concernant, mais on ne notifie pas la convocation. À qui peut transmettre? Bon, je ne sais pas si ce sont les autorités françaises qui disent la vérité ou celles du Mali qui sont défaillantes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convocation qui circule et donc qui est signée d'un juge dont l'identité est bien connue. Bien sûr. Donc, vous savez, tout ça là, ça fait partie des jeux. Ce qui est certain, je crois que vous l'avez évoqué, il y a un problème. Il y a un dossier judiciaire qui est réel, qui est lié justement à l'attribution du marché, de confession des passeports et tout, à l'époque où M. Jean-Yves Le Drian était le ministre de la Défense de la France. Donc, il est une évidence que dans cette posture-là, de ministre de la Défense, donc cheville ouvrière de la définition de la convention militaire qui a permis donc aux forces françaises d'atterrir au Mali dans le but, nous a-t-on dit, de lutter contre le terrorisme et le djihadisme, il avait une force ascendante réelle sur les autorités maliennes de l'époque. Et donc, il pouvait justement influencer éventuellement l'attribution de marchés comme celui-là, surtout qu'il est en destination de son fils, est connu comme tel. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui on a constaté qu'il y a eu une forme de passe-droit, ou du moins un flou autour de cette attribution, mais c'est normal qu'on puisse fuyer. Et c'est normal, pourquoi? Parce que, en réalité, cette question-là d'attribution de marché concerne le peuple malien lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, les biens de l'État appartiennent en fait au peuple. Et donc, pour des besoins de clarification, ou du moins de vérité, vis-à-vis de la population, il est nécessaire que les autorités maliennes cherchent à
établir donc la vérité sur les faits. Ça ne veut pas dire que tout de suite, on est en train d'accuser Jean-Yves Le Drian d'être coupable ou complice de quoi que ce soit, mais il va falloir que sa part de vérité soit justement établie dans ce processus-là. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est intéressant parce que la France a toujours pensé être un terrain conquis lorsqu'elle se retrouve dans l'espace francophone d'Afrique, parce que depuis toujours, à partir de la colonisation, elle a eu le sentiment qu'elle a apporté la lumière à des nègres, à des gens qui n'étaient pas capables d'une civilisation, d'une vision et d'une perspective d'organisation, de structuration et d'évolution saine. Donc, cet esprit-là a semblé se pérenniser jusqu'aujourd'hui. Et tout ce qui est en train de se passer au Mali et les mouvements de frémissement qu'on est en train de constater ailleurs dans d'autres pays donnent la preuve évidente qu'il y a une aspiration profonde, en tout cas des nouvelles générations, aussi bien des dirigeants que de la population elle-même, à posséder leur identité et à s'assumer sur le plan géopolitique afin de pouvoir s'identifier en tant qu'État souverain, disposant donc d'un certain nombre d'éléments régaliens leur permettant donc de prendre des décisions autonomes, indépendantes, qui seraient capables d'assumer en tant que telles. Donc je pense qu'il n'y a pas à épiloguer là-dessus. Si la France émet aujourd'hui le caractère immunitaire les attributs immunitaires qui couvrent donc son ministre des Affaires étrangères et qui ne permet pas qu'il puisse comparaître devant un juge, tout le monde peut comprendre. Parce que le droit international a rassemblé un certain nombre de dispositions qui couvrent justement des gens du monde diplomatique, etc. et tout ça. Mais qu'on ne nous dise pas que, parce qu'il appartient à la France, donc il n'est pas question de go que monsieur le ministre puisse intervenir. En même temps, au-delà de cette convocation, cela révèle aussi que ces gens ne sont pas si clean aussi qu'ils veulent paraître. Non, je ne peux pas le dire, parce que nous sommes dans une question de présomption d'innocence. On n'a pas les preuves. Je parle globalement. On ne peut pas aller spécifiquement à partir du moment. C'est un fait présumé. Et donc, nous attendons l'évolution du dossier pour apprécier la véracité. Mais au-delà de tout, c'est un acte politique qui aura des conséquences sur la personne, politiquement sur la personne de Jean-Yves Le Drian en France, dans son pays, et sur le plan international, dans tous les cas. Avec l'évolution du dossier, les effets seront palpables. Et je dis que cet acte est en même temps une réponse à Jean-Yves Le Drian, et une réponse à l'État français, parce qu'il y a d'autres actes également, parce que l'État français également fouille et cherche des faits à attribuer au régime actuel avec lequel ils sont dans une posture de défiance. Donc nous allons suivre pour voir réellement le fond du dossier. Est-ce qu'il est impliqué? Les médias français vont s'impliquer pour savoir connaître également le fond. La justice française également va chercher à comprendre. Et bon, ça annonce un feuilleton très intéressant. Donc on va marquer la pause si vous permettez. 10 minutes, le temps de suivre le journal et puis on revient tout de suite pour la seconde partie.